Je m'appelle Sarah Normandin et je suis nutritionniste depuis plusieurs années. Ma passion, c'est d'apprendre à retrouver le plaisir de manger, de te montrer que ça peut être simple, mais surtout de t'aider à faire la paix avec ton corps et avec les aliments. Dans le podcast Le Maudit Poids, prépare-toi à être surpris, à peut-être même être choqué par ce que tu vas entendre, mais fais-moi confiance. Le chemin vers la libération en vaut vraiment la peine. Salut tout le monde! Bienvenue à un autre épisode du podcast Le Maudit Poids. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être accompagnée d'Améliane Pellerin. Salut Améliane! Allô, Sarah! Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci. Améliane est pédiatre ici dans la belle région de Shawinigan. On a beaucoup de chance de l'avoir avec nous aujourd'hui, d'avoir son expertise, mais Améliane est d'abord et avant tout une personne exceptionnelle que je suis très heureuse de vous présenter. Ça fait merci. On n'est pas habitué d'avoir des fleurs comme ça. Non, mais c'est ça, je sais, si vous me suivez depuis quelques temps dans les podcasts, vous savez qu'il y a toujours un petit lien cocasse qui nous unit. Améliane et moi, on s'est rencontrés dans un voyage au Nicaragua. En effet. Dans un groupe, on se connaissait pas, on est parti un groupe de la région, des amis communs, puis c'est là qu'on s'est découverts. Puis depuis ce temps-là, on est trois amis qui se suivent depuis, très cool en fait. Mm-hmm. Donc c'est là qu'on s'est connus, puis on s'est pas lâchés depuis. Améliane, t'as une super belle personnalité, t'es vraiment une belle personne, puis je suis vraiment très contente que tu sois là ce soir, on est le soir, vous ne savez pas, avec nous, que tu prennes de ton temps pour venir nous jaser là, de ton expertise par rapport au poids, en fait, chez les enfants. Ça me fait vraiment plaisir. Merci pour l'invitation. Puis Améliane, pour les gens qui connaissent pas trop la profession là, de pédiatre, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu c'est quoi ton parcours? Oui, dans le fond, j'ai fait 5 ans en médecine à l'Université de Montréal, campus Mauricie, donc à Trois-Rivières 5 ans. Ensuite, j'ai fait 4 ans de résidence en pédiatrie. Personnellement, j'ai fait 2 ans à Kingston, en Ontario, puis après 2 ans à Québec, au CHUL. Donc, la formation de pédiatre générale, c'est 9 ans au total. Quand même, hein? Oui. Beaucoup d'investissement. Mm-hmm. Donc, j'ai fait ça, puis après, j'ai commencé ma pratique à Shawinigan là, comme pédiatre générale auprès des enfants de 0 à 18 ans. Fait que toi, tu viens de la région, tu es revenue en région, c'est super le fun. Exact, ouais, retour aux sources. Oui, la fille de la région est contente d'entendre ça. Puis Améliane, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussée à aller dans cette voie-là? Wow, c'est une bonne question. En fait, quand j'étais jeune, j'ai toujours eu un attrait là, pour les enfants. Dans les parties de famille, j'étais toujours... Tu sais, la grande cousine qui passait le temps des fêtes à 4 pattes avec les enfants animés toutes les soirées. Je me suis toujours plus sentie moi-même avec les enfants. Puis quand j'étais au cégep, je réfléchissais à toutes les possibilités. Puis pour moi, aller en médecine, puis surtout déjà, j'avais en tête la pédiatrie, ça faisait du sens parce que l'enfance, c'est ce que je trouve qu'il y a de plus beau. Donc là, de pouvoir travailler pour optimiser le développement des enfants, c'est comme une mission qui m'interpelle beaucoup. Pour l'enfant, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller en pédiatrie. Puis là, vous la voyez pas parce qu'on est en podcast, mais Améliane parle, elle a de la gestuelle, elle a les étoiles dans les yeux. C'est une personnalité qui est vraiment pétillante. Je sais pas comment autrement vous la décrire, là. C'est gentil. Très agréable. Donc, Améliane, mon podcast se nomme Le Maudit Poids. Donc, c'est un sujet que je voulais aborder avec toi. Je reçois, bien sûr, des témoignages. Je reçois d'autres sortes de professionnels, mais c'est rare qu'on a l'angle médical au niveau de l'enfance particulièrement pour ce qui a trait ou tout ce qui est problématique de poids, finalement. Donc, c'est le sujet, le show qu'on voulait aborder ce soir. Excellent, on est bien prêts. On est bien prêts. On jasait un petit peu tantôt, puis le point, tu étais tellement partie sur un sujet intéressant, tu me parlais du volet psychologique qui entourait le poids, parce qu'en fait, là, moi, ce que je veux savoir un peu, c'est comment ça se passe quand un enfant arrive dans ton bureau avec le parent qui est dans un corps gros. Comment tu gères ça? Comment tu traites ça? C'est quoi les enjeux autour de ça? Très bonne question. Fait que d'habitude, les enfants qui nous sont parvenus en pédiatrie sont référés par des médecins de famille. Puis je te dirais que les raisons de référence, les plus souvent, c'est les enfants en très jeune âge qui souffrent d'obésité. Donc, tu sais, dans le 0-5 ans.
c'est plus ça les références qu'on a parce que un peu plus vieux, je dirais en haut de 10 ans, les médecins de famille habituellement sont un petit peu plus à l'aise par eux-mêmes pour gérer ça. Donc, on a une référence qui nous demande en large, en gros, de prendre en charge l'obésité chez les enfants. Donc, souvent, on va voir le jeune enfant avec ses parents. Premièrement, je commence souvent mes rencontres en demandant savez-vous pourquoi vous êtes là? Je pense que c'est toujours important quand on commence un sujet délicat de voir la compréhension des gens. Tellement d'accord. Ouais. Puis souvent, honnêtement, les enfants n'ont aucune idée. Les parents, peut-être un petit peu, mais pas toujours. Donc là, ça permet de mettre en terrain, d'y aller doucement pour expliquer le sujet. Puis après, je vais t'avouer très sincèrement, dans ma pratique, j'ai toujours un malaise à comment décrire ça. Un enfant qui vient me voir parce qu'il y a un problème d'obésité, parce que je veux pas atteindre l'estime de soi de l'enfant. Je veux pas non plus culpabiliser le parent, mais je veux éduquer, enseigner. Je sais que, tu sais, si je mets toute la faute puis la responsabilisation sur l'enfant puis le parent, je vais juste contribuer au cercle vicieux de l'obésité. Donc, honnêtement, ça prend quand même un certain art. On parlait d'un podcast que tu m'avais référé. Il y a Julie Saint-Pierre qui est comme notre grande master en pédiatrie sur tout ce qui entoure l'obésité. Puis, elle a dit une phrase vraiment intéressante. La première fois qu'il y avait un patient, elle dit « Je vois votre enfant pour une maladie qui se nomme l'obésité. On l'a nommé. Maintenant, on va travailler ensemble en équipe pour tout trouver les outils pour améliorer les habitudes de vie, puis on ne parle plus de ce mot-là. Fait que c'est vraiment quelque chose que je vais retenir pour ma pratique, pour déstigmatiser tout ce qu'il y a alentour du mot obésité. Puis là, je t'arrête là parce que déjà, ça me parle tellement. J'adore cette vision-là de voir, ben, tu sais, oui, c'est nommé, c'est ça la raison de consultation, mais là, on change le focus sur autre chose. Tu sais, je le répète souvent, puis surtout l'enfant, je pense que c'est encore plus vrai. On n'a pas le contrôle sur le chiffre, sur la balance, on n'a pas le contrôle sur notre génétique, sur notre poids, mais on a le contrôle sur les habitudes de vie. Puis là, je recalibre, là, en enfance, c'est les parents qui ont la responsabilité d'offrir le quoi, le quand, le comment. Puis l'enfant, c'est juste la quantité. Donc, je vous réfère à l'épisode là, avec Marie-Pierre Derry là, sur l'alimentation des enfants là, pour tout ce détail-là. Mais ça me parle vraiment de dire, OK, puis tu sais, moi, ce qui m'avait marqué dans ces podcasts-là, c'était qu'elle nommait aussi je sais que votre enfant souffre. Je sais que vous souffrez de voir votre enfant souffrir parce qu'on vit dans un monde de culture des diètes, on vit dans un monde grossophobe. Puis votre enfant, mais il peut peut-être vivre de l'intimidation par rapport à ça, il peut peut-être se sentir en dehors de la norme. Puis là, je partirai pas le débat sur la problématique qui est peut-être dans la norme, puis dans les standards, puis bon. Hein? C'est un sujet. C'est un autre sujet, puis tu sais, le groupe Équilibre, vous irez voir, là, ils ont tellement d'outils, d'ateliers, de vidéos pour un petit peu là, détruire tout ça, là. Il y a Marie-Michel Ricard qui est psychoéducatrice, psychothérapeute qui joue beaucoup aussi là, dans l'alimentation, pas l'alimentation, mais les standards, les normes, c'est ça par rapport aux enfants, l'image corporelle. Elle a fait beaucoup d'outils en conséquence, beaucoup de formations, donc c'est vraiment on veut pas comme accepter ça, cette discrimination-là, mais ça reste que quand un enfant vient toi te consulter dans ton bureau parce que oui, bon, il y a le poids, mais c'est souvent des fois plus compliqué. Là, on va avoir des complications, on va avoir l'obésité. C'est pas juste l'obésité, on va avoir la stéatose hépatique, qui est le foie gras, qu'on va voir de plus en plus jeune chez les enfants. Mm-hmm. On peut avoir d'autres complications médicales aussi. Oui, comme le diabète de type 1, là, on en voit de plus en plus jeunes, tu sais, chez des 12-13 ans. Donc, oui. Diabète de type 1 ou de type pardon, diabète de type 2. Okay, oui, lapsus ici. Hein? Non, merci, Sarah. C'est sûr, parce que le type 1 est carrément génétique. Oui, diabète de type 2. Qui est quand même impressionnant de voir à des si jeunes âges, là. Okay. Fait que oui, ça vient, mais parfois, c'est ça. C'est soit, je te dirais, l'obésité en haut de 10 ans avec des complications ou soit de l'obésité en très jeune âge, là, en bas de 5 ans. C'est souvent les raisons principales. Puis j'imagine que ça va être difficile à gérer parce que moi, j'écoutais Marie-Pierre qui est spécialisée en enfance, puis elle me disait l'enfant ne doit jamais être au courant, ne doit jamais se sentir responsable parce que la responsabilité du qu'est-ce qui est servi, l'environnement alimentaire, les horaires, c'est pas lui. C'est ça, la responsabilité, c'est la quantité. Oui. Donc, ce qui est offert comme aliment,
c'est pas sa responsabilité à lui, ça revient tout aux parents. Donc, j'imagine que toi, d'avoir... Tu sais, elle disait même, moi, je reçois pas dans mon bureau l'enfant, je reçois juste le parent. Puis là, je me mets à ta place et je me dis, mais comment gérer ça? C'est complexe quand même. Puis c'est au-delà de ça, c'est de voir le parent, les parents, eux, c'est quoi leur vision face à ça? C'est quoi leur vision face aux habitudes de vie, aux habitudes de vie? C'est quoi leur éducation? Tu as beaucoup de challenges, là. Oui, parce qu'aussi, tu es dans une entrevue où tu as l'enfant et le parent. Puis comme on a dit, on veut pas responsabiliser, culpabiliser l'enfant, mais veut pas, il entend, tu sais, tout ce qu'on discute. Souvent, j'occupe l'enfant avec des dessins ou des jeux, tu sais, le temps que je fais plus l'entrevue avec le parent. Mais un enfant, c'est tellement sensible, là, c'est sûr qu'il entend tout, donc faut faire attention. Mais je te dirais, souvent l'entrevue motivationnelle est vraiment pertinente dans ces cas-là. Donc, tu sais, je commence par questionner plus le rôle qu'on est habitué. Bon, habitude de vie, alimentation, activité physique, sommeil. Puis une fois que j'ai recueilli les informations, mais je demande aux parents, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être amélioré? Donc là, j'aime ça! Ben oui, parce que tu vois où est-ce que la personne elle se situe par rapport à elle-même. Puis tu sais, c'est sûr qu'on pourrait continuer avec notre habitude de donner des conseils, mais par expérience... Paternaliste. Ça tantôt. C'est ça. Mais on se fait dire beaucoup dans notre cursus médical d'essayer d'y aller avec l'entrevue motivationnelle parce que c'est ça qui donne le plus de résultats à long terme. Tout à fait. Tu sais, je dois pas te cacher que c'est quand même un défi avec le nombre de temps limité qu'on a dans notre bureau, mais pour ce genre de problématique-là, je trouve que c'est ça qui est plus payant. Par contre, en pratique, je te dirais que souvent, je suis confrontée à des parents qui ne voient pas le problème de un, puis qui ne voient pas les choses à changer. Donc là, c'est assez particulier. Tu es l'intervenant, tu veux aider, mais là, tu as quelqu'un qui est comme plus au stade de la pré-contemplation, qui ne voit pas beaucoup encore les problèmes. Donc, il faut rester très réaliste puis avancer un peu avec le rythme du parent que tu as. Sinon... oui, parce que l'enfant dépend du parent. Tu ne peux pas vouloir plus, puis on ne peut pas vouloir... On le disait tantôt, on ne veut pas responsabiliser l'enfant. C'est pas l'enfant de prendre ces décisions-là, faire ces choix-là. Ça peut avoir des conséquences quand même assez extrêmes, mais c'est tout qu'un défi, effectivement. Puis le stade, juste pour les gens qui ne sont pas dans le milieu, stade de pré-contemplation, de Prochaska, finalement, qui est un peu dans les stades de motivation, le stade de pré-contemplation. En fait, est-ce que tu veux juste nous résumer un petit peu ce qu'il y en a, Emiliane? Oui, je vois ça comme quelqu'un qui voit un changement au loin, qui l'observe le changement, mais qui le regarde avec les deux bras croisés puis une coupe de vent à côté. Donc, il sait que le changement est là, il existe, mais il n'est pas prêt à rentrer dedans, il n'est pas prêt trop à considérer. Il fait juste l'observer de loin. Tout à fait. Une petite image. Non, j'aime ça, c'est parlant. Puis, mais tu sais, je me mets à ta place, puis ça doit être assez confrontant pour toi parce que tu as des notions, tu sais ce qui peut être changé, mais tu te dis, moi, j'ai pas de pouvoir. Si le parent ne veut pas, je peux, tu sais, c'est l'enfant, en fait. C'est l'enfant qui est au cœur de tout ça, mais je peux pas plus que le parent. J'imagine que ça doit être tellement confrontant. Ouais, c'est un bon défi. Puis, tu sais, c'est pas juste honnête. Ça, c'est comme tout notre travail en pédiatrie sur plusieurs autres thématiques qui est comme ça. Fait que je pense qu'il faut avoir foi envers l'autodétermination des gens, envers le pouvoir qu'ont les gens de changer. Puis aussi, essayer vraiment de s'adapter à la personne qui est devant nous. Pas vouloir avancer à notre rythme, puis pas vouloir arriver à nos résultats. Puis là, je te parle, mais je me parle beaucoup parce que c'est très contre-intuitif, tu sais. On n'a pas été éduqués comme ça non plus non, dans le milieu médical. On va pas du tout. Dire, là. Puis on n'est pas des gens de base. Quand on va dans le milieu de la santé, on est des gens très motivés qui veulent arriver à des résultats rapides. Mais si tu prends la problématique entourant de l'obésité, il faut vraiment changer, je pense, la manière de voir les choses. Tu ne peux pas imposer une manière de faire à des gens, surtout que c'est des habitudes de vie qui sont ancrées depuis longtemps. Puis, tu sais, je prends une tangente, mais souvent, dans l'obésité infantile, ben c'est les enfants qui répètent beaucoup les comportements vus, tu sais, chez leurs parents. Ah, mais ça, on en a jasé beaucoup avec Marie-Pierre. Le parent est un modèle, mais on ne se rend pas compte à quel point ce modèle-là est majeur dans le développement, là, pour les comportements alimentaires, pour l'alimentation, pour la vision avec le corps, la relation avec le corps, tous les discours que le parent peut avoir envers son corps, que tu sais, pour l'enfant, ça va devenir la norme. Exact. T'as vraiment un bon point, la norme, parce que l'enfant, là, tout ce qu'il voit, imagine un enfant de 0-5 ans, il voit tout ce que les parents lui dit, lui montre, tu sais, tout le reste, là, ça a peu d'influence.
Il y a un pédopsychiatre fantastique qui a déjà dit « Give me the first 5 years of a child and I'll give you a man wow. ». Donc, ouais, moi, ça, c'est une phrase que je trouve vraiment... Okay, pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais, on peut le traduire comme Éliane. Donnez-moi les 5 premières années d'un enfant et je vous donnerai un humain, mais pas n'importe quel humain, un humain très, très solide, là, équilibré, qui va être bien, qui va réussir. Donc, d'où l'importance d'être une image modèle pour un enfant dans les premières années, surtout dans les thématiques d'estime de soi, d'image corporelle. C'est crucial, mais pour ça, il faut avoir un parent qui est lui-même, c'est ça, qui est lui-même au courant de ses problématiques d'estime de soi, de sa relation avec la nourriture, d'où le travail autant important chez le parent que chez l'enfant. Là, ça passe nécessairement vers le parent. Là. Tout à fait, parce que nous, on appelle ça dans le milieu médical l'environnement, mais c'est tout le milieu dans lequel l'enfant grandit, toutes les habitudes. Si les parents ont l'habitude de manger pas avec les enfants à table, devant la télé, à des heures irrégulières, qu'il n'y a pas de collation, par exemple, l'enfant arrive à la famille, il n'a pas accès, ou au contraire, il a accès toujours à la nourriture qu'il veut, c'est lui qui décide des repas. Ça change tellement la donne. Tu sais, s'il a accès toujours jamais à des aliments frais, des fruits, des légumes, mais toujours accès à des desserts, des liqueurs sucrées, tout. Je ne veux pas nommer bon ou mauvais aliments, c'est vraiment pas là où je m'en vais, mais c'est juste de dire, si c'est toujours des aliments à pauvre valeur nutritive que l'enfant est habitué de consommer, qui ne connaît pas le goût des aliments à haute valeur nutritive, ça peut devenir très problématique, mais autant que des parents qui ont vécu dans la culture des diètes, qui vont bannir les aliments qu'ils jugent mauvais, mais ça aussi, c'est autant problématique, là. Je pense que le but, c'est d'aller vers un équilibre. Là. C'est clair que c'est... Mais d'ailleurs, je trouvais ça intéressant. Tu parlais du groupe équilibre. Puis honnêtement, ça, je le suggère beaucoup chez mes familles de patients que je rencontre pour des cas d'obésité. Puis j'ai pas appris ça dans mon cursus médical, mais quand je suis allée personnellement en tant qu'individu sur mon Instagram, puis que j'ai vu groupe équilibre, j'ai dit « Oh mon Dieu, ça fait tellement du sens! » Puis maintenant, c'est une ressource que je donne parce que comme on disait un petit peu tantôt, là, je vois la problématique de l'obésité comme étant la majorité une problématique psychologique. Puis le groupe équilibre, je pense qu'il essaye beaucoup d'adresser ça. Fait que moi, je me sens comme un petit intervenant dans le système qui va adresser les habitudes de vie qui sont, je pense, très importantes, alimentation, activité physique, sommeil et plusieurs autres. Mais tant qu'on n'adressera pas tous les enjeux hyper complexes psychologiques qui sont sous-jacents à la problématique d'obésité. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va perdurer, là. Parce que souvent, j'ai l'impression, tu pourras me dire ce que tu en penses, mais toutes nos corrections ou nos encouragements pour le changement des habitudes de vie, c'est souvent quand même temporaire. Puis les résultats sont parfois mitigés. Donc, j'ai l'impression qu'on met des band-aids. Puis tu sais, ça me fait penser à combien de clientes adultes me disent dans le bureau « Ouais, mais moi, Sarah, mon image corporelle, ma relation avec la nourriture, la problématique a débuté en l'enfance ou à l'adolescence où j'ai vu ma mère faire la culture des diètes, faire des diètes. J'ai vu ma mère me restreindre parce que j'entrais pas dans la norme, me faire des commentaires sur mon poids ou le mononcle ou ça peut être n'importe quoi, mais de dire... C'est déjà en jeune âge, on m'a appris ça, on m'a donné ça comme modèle. Fait que ça me fait penser vraiment à ça, de dire, OK, on va au-delà des changements d'habitude de vie quand on est à l'âge adulte, c'est d'aller creuser plus profond l'image corporelle, l'estime de soi. C'est des éléments qui sont majeurs là-dedans, puis c'est des éléments qui se développent très tôt. Moi, je le réalise, vous savez, là, je travaille pas nécessairement avec la clientèle, j'ai pas beaucoup d'expérience avec la clientèle en petite enfance, mais mon Dieu, le nombre de femmes qui ont un problème relationnel avec leur corps, avec les aliments, avec leur image corporelle, qui vont nous dire que ça part de l'enfance puis de l'adolescence, ça part de leur mère qui a vécu dans la culture des diètes, puis qui, en fait, c'était comme la norme dans ce temps-là aussi. Là. C'est pas que la mère n'était pas correcte, c'était ça la norme il n'y a pas longtemps. Mais combien vont me dire? C'est la majorité de ma clientèle, en fait. Là. Bien, je te crois, parce que tous les adultes, c'est des petits humains, des petits enfants qui ont évolué puis qui sont restés un petit peu avec leurs blessures d'enfants puis qui vont essayer de les travailler toute leur vie. Fait que c'est pour ça que notre rôle quand on travaille avec les enfants, c'est d'essayer de prévenir ces blessures-là ou si on les voit, bien, d'outiller les parents pour qu'il y en ait moins.
Mais moi, de ce que j'observe, là, je vous parle en tant qu'individu, là, pas en tant que médecin, mais je vois beaucoup, beaucoup de traits de dépendance affective, là, sans aller dans des troubles, là, mais tu sais, un enfant, à la base, là, c'est un être qui veut être aimé. Il est mis au monde, là, puis il a besoin de l'amour de ses deux parents. C'est écrit, là, dans le front, noir sur blanc. Donc, si ce petit être-là, tout fragile, qui a juste besoin de l'amour de ses parents, se fait commenter sur son poids ou ça a un impact sur son estime, mais ce que ça va ancrer en lui, c'est « Ah, t'es pas adéquat, t'es pas assez bon. » Puis ça va laisser des marques là, qui vont cicatriser toute la vie. Là. Donc, le parent, les mots qu'il utilise, ça a un impact majeur. Là. Il faudrait tellement comme donner un livre, là. Oui, quand on a un enfant au monde, comment l'impact de nos paroles peut avoir des conséquences à long terme, là. Mais tout le monde fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il y a, mais des fois, on sous-estime l'impact du parent sur l'enfant, là. Mais, puis ça me parle, puis mon Dieu que ça résonne parce que c'est des propos, Ameliane, que j'entends régulièrement dans mon bureau. C'est-à-dire, j'ai creusé un peu, puis comme ça date tellement de l'adolescence, telle personne me fait tel commentaire, puis là, je pousse loin, là, mais les troubles alimentaires, c'est souvent, mais telle personne me dit tel commentaire, puis c'est là que ça a commencé. Puis souvent, c'est dans l'enfance. Souvent, ben, c'est carrément le modèle qu'on a eu. Souvent, ça va être la relation avec la mère, puis la culture des diètes, mais ça peut être chez le médecin. Puis là, Caroline, j'en ai des exemples de gens qui m'ont dit, mais moi, mon trouble alimentaire a commencé chez le pédiatre parce qu'on me dit que j'étais en surpoids, en obésité, puis qu'on me dit à moi, l'enfant ou l'adolescent, que j'étais en problématique, puis que c'était à moi de travailler ça, tu sais. Je sais, puis c'est un bon point. J'en ai vu aussi là, des troubles alimentaires sévères. Ça m'a été dit ça. Mon pédiatre m'a dit que j'étais en embonpoint. Puis en fait, c'était un trouble alimentaire que la personne était vraiment dans le range de l'obésité, mais a tellement perdu du poids que là, après, son poids était normalisé, mais c'était quand même un trouble alimentaire important, tu sais. Puis honnêtement, ça serait dur de blâmer aussi le pédiatre parce que connaissant toute la formation qu'on a, on n'a pas de formation vraiment sur comment l'approche, à comment parler de ce nom-là. On a beaucoup une approche à prévenir et traiter les complications. Puis, tu sais, c'est quand même notre rôle, il faut se ramener dans notre objectif. Il faut adresser ça, mais tout le comment parler, comment s'adresser, c'est super délicat. Puis moi, je pense qu'on mériterait, tous les intervenants dans le domaine médical, à avoir une formation pour s'adresser adéquatement parce que, tu viens de nommer, moi aussi, ça laisse des marques. Là. Donc, honnêtement, je pose une question ouverte. Toi, as-tu une suggestion de comment s'adresser aux enfants, ados qui arrivent avec une problématique reliée à l'obésité? C'est une excellente question. Puis, mon Dieu, ton point est tellement bon d'aller voir dans la formation d'outils les professionnels, les médecins là-dessus. Puis, honnêtement, même en nutrition, je pense que c'est un point qui n'est pas assez abordé. Puis oui, tu sais, j'en ai des suggestions, mais c'est quand même que c'est vrai que c'est la base, puis c'est la culture médicale présentement qui est ça. Mais tu sais, moi, ce que j'ai compris, c'est que déjà de l'enfance, de l'adolescence, carrément, c'est de parler seulement aux parents puis de ne pas adresser à l'enfant. Pas du tout. La pire erreur qu'on peut faire, je pense, c'est de mettre la responsabilité sur l'enfant parce que là, la culpabilité, la responsabilité s'en va sur lui alors que lui, il n'a pas à gérer ça. C'est vraiment la famille qui a cette responsabilité-là d'essayer au mieux de sa connaissance, de transmettre, oui, des bonnes habitudes alimentaires, mais au-delà de ça, une bonne relation avec les aliments. Puis ça, c'est quand même challengeant parce qu'on vient d'un monde issu de la culture des diètes, de normes sociales et réalistes. Combien de mamans ressentent, tu sais, j'en parlais avec Annie Normandin, intervenante familiale dans les podcasts, elle travaille dans ce milieu-là, puis combien de mamans ressentent la pression de perdre du poids, puis même de ne pas prendre trop de poids pendant la grossesse, puis de perdre rapidement. Puis toutes les normes sociales sont contre elle de perdre ce poids-là, d'être performante. Puis après ça, là, je ne veux pas leur donner la responsabilité en plus de dire hey, en plus, il faut que tu sois un modèle pour ton enfant, puis que bon. Mais c'est un petit peu ça l'objectif du podcast, de dire cassons cette culture des diètes-là, cassons ces attentes irréalistes-là, ces normes de beauté-là, retrouvons l'équilibre, retrouvons une relation saine avec les aliments, avec notre corps pour dire je vais être un modèle positif
Pas seulement pour moi, mais pour mon enfant, tu sais. Mon but, c'est pas de culpabiliser les gens, mais je pense que je le répète à chaque épisode. Si vous nous écoutez puis vous dites « Oh mon Dieu, moi, je fais ça », le but, c'est pas de vous culpabiliser. Je pense que collectivement, il faut prendre conscience de ce qui se passe présentement et des conséquences que ça peut avoir. Tout à fait d'accord avec toi. Ce qu'on disait par rapport à la responsabilisation de l'enfant, là, je suis un petit peu mitigée de comment on adresse ça aux parents. Je suis d'accord avec toi qu'il ne faut pas du tout rendre responsable l'enfant parce que c'est pas son rôle. Le rôle, ça appartient aux parents. Par contre, je pense qu'il faut vraiment bien lire le parent qui est devant nous pour savoir c'est quoi la meilleure approche. Parfois, j'ai l'impression qu'il faut vraiment nommer le problème, puis confronter, voire shaker un petit peu le parent qui est devant nous pour qu'il puisse réaliser là, l'importance de faire un changement, puis parfois rapidement. J'ai l'impression que le déni est quand même assez fort habituellement chez l'humain devant toute situation qui nécessite un changement. Donc, parfois, il faut comme y aller un petit peu plus... confronter un petit peu plus. Confronter un peu plus. Mais en même temps, quand tu vois un enfant avec une problématique d'obésité, souvent le parent a cette même problématique-là. Donc, tu traites le parent, veut pas, c'est nécessaire pour arriver à une issue positive chez l'enfant. Donc, tu veux pas être trop raide non plus. Donc, tu veux réduire l'impact psychologique que tes paroles vont avoir. Tu veux pas trop atteindre l'estime de soi. Donc, honnêtement, c'est un challenge. C'est un challenge. Puis, ça me passe ce que tu dis parce que je pense que les auditeurs, auditrices présentement qui nous écoutent, je pense pas qu'ils vont rentrer dans la catégorie déni, sinon, parce que c'est des gens qui ont de l'intérêt pour ça. Mais étant toi dans le réseau public, je pense que c'est important de le spécifier. Tu reçois de la clientèle, comme tout médecin qui ne charge pas pour les services. Donc, c'est des clients, des fois, qui viennent, mais qui viennent un petit peu de reculons, qui ne sont pas prêts à entendre les choses que tu peux leur dire, qui ne sont pas prêts à entamer des changements, ces familles-là. Donc, j'imagine que, tu sais, bon, effectivement, tu as raison, parce que moi aussi, pour travailler dans le public, on en reçoit de tous les stades de changement. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à accepter qu'il y a un changement qui doit être produit. Fait que ça, je suis totalement d'accord avec toi. Fait qu'effectivement, je pense qu'il y a il y a tellement un grand défi comme intervenant, comme médecin, comme pédiatre. Comme tu disais tantôt, si bien de bien saisir la personne qui est devant toi, bien évaluer, puis de voir elle se situe où par rapport à ça, puis de dire, bien, si une personne en déni, oui, peut-être qu'un petit peu d'entrevue motivationnelle, confrontation, ça va être excellent, mais si c'est quelqu'un qui est déjà au fait de ce qui se passe, qui se culpabilise déjà par rapport à son poids, parce qu'elle-même se fait culpabiliser parce que sa propre communauté médicale, son propre entourage médical, je vais le nommer comme ça. Puis ça, mon Dieu, j'en ai tellement des histoires d'horreur là-dessus à nommer. On ne veut pas mettre le feu là-dedans non plus. Donc, tu sais, je me mets à ta place en tant que pédiatre, c'est touché en tabarouette de gérer ça, là. Ouais, je pense qu'il faut en effet se parler, comment je vois ça, c'est d'humain à humain, là. Tu sais, il y a un humain devant toi qui vient te voir si du moins il a pris la peine de se déplacer, c'est qu'il y a une certaine ouverture à améliorer la problématique. Puis, nous-mêmes, on est aussi un humain avec nos blessures, peu importe que ce soit pas par rapport au poids, comment on voudrait se faire adresser si on arrive en situation de vulnérabilité. C'est toujours ça, là, quand tu es dans le bureau d'un médecin, tu es super vulnérable, puis tu es là pour te faire aider. Donc, on doit, je pense, parler avec empathie, avec compréhension. Puis, dans le dernier épisode que tu as fait, là, tu parlais de l'importance de se mettre dans la peau de l'autre pour avancer ensemble. Puis ça, je trouve ça super important. Fait que peu importe notre poids, peu importe notre format de corps, d'essayer d'aller voir, de questionner comment tu te sens, toi, comment tu te vois, puis de vraiment le ressentir aussi. Je pense que c'est comme ça qu'on peut travailler en équipe. Si on reste dans le rôle paternaliste où on dicte un peu les changements à faire, ça fait comme pas de sens, là, on dirait en 2022, pour arriver à une solution, là. Puis pour ça, il faut nous-mêmes enlever tous nos préjugés. Donc, c'est comme s'il faut être un humain, comment je vois ça? Bon, parfait, c'est peut-être un mot qui peut être critiqué, mais un humain des empreintes de préjugés, puis comme un genre de sœur Teresa face à l'autre humain pour avancer ensemble dans la même direction, là. Non, mais voyez-vous à quel point Améliane est merveilleuse. Ben là! Non, mais je capote. Vous la voyez pas là depuis tantôt, et là, puis elle fait des signes, puis elle est passionnée, puis je l'écoute, je bois ses paroles. Ben voyons. Mais non, mais honnêtement, tu sais, Améliane, t'es vraiment une humaine sensible, empathique, puis ça transparaît, puis quand même, tes patients sont contents. Tu sais, je me mets à leur place, là, comme
c'est le fun de voir, puis c'est un petit peu ça le but aussi aujourd'hui. Je pense que de redonner confiance aux gens qui nous écoutent en tout le corps médical, parce que j'en ai entendu beaucoup des blessures, des traumatismes par rapport à ça. C'est pas rare que les gens qui rentrent pas dans la norme vont être stigmatisés puis vont avoir peur de les consulter. Puis tu sais, j'imagine même pas être dans un corps gros, avoir un enfant qui est dans un corps gros puis devoir aller consulter la pédiatre pour ça, à quel point ça doit être difficile quand tu sais que toi-même tu struggles avec ça. Puis là, je te parle pas de la maman qui est en déni, comme on avait, parce que oui, je sais qu'il y en a, mais les gens qui nous écoutent, souvent, c'est des gens qui ont vécu ces problématiques-là, qui ont des blessures par rapport à ça, puis de dire, quand mon enfant est dans cette situation-là, je comprends ce qu'il vit, puis là, en plus, je me mets à sa place, puis je trouve ça, je sais ce qu'il va vivre, c'est difficile, puis en plus, moi, il faut que j'aille voir le médecin qui va peut-être aller me taper sur les doigts par rapport au poids de mon enfant, mais qu'en fait, j'ai peut-être pas le contrôle tant que ça, puis en fait, mes habitudes de vie sont peut-être ça coche, tu sais, puis ça coche que bien plus de familles, puis que j'ai pas le contrôle sur ce fameux poids-là, tu sais, c'est quand même assez confrontant. Mais ça me donne espoir. Je pense que ça va donner espoir aux gens de voir que il y a des gens qui ont cette sensibilité-là dans le milieu médical. Ben oui, puis honnêtement, tu sais, je parle d'une expérience personnelle, là, mais plus que la majorité de mes collègues ont une empathie hors du commun, puis ont vraiment un désir d'aider l'autre, là. La plupart des gens qui font mon métier où j'y vais à large, professionnel de la santé, c'est des gens super humains qui ont vraiment à cœur d'aider. Sinon, les gens ne feraient pas ce métier-là. Il y a trop de mon point de vue personnel, de sacrifices pour se rendre à la fin de la formation si tu n'aimes pas l'humain en général. Donc, c'est pas là pour les bonnes raisons. C'est ça. Puis tu sais, ce que j'aurais le goût de challenger un peu, c'est de dire aux patients qui craignent de se faire juger, bien, ça va dans les deux sens, de eux aussi se mettre dans la peau de l'intervenant ou du pédiatre qui reçoit cette famille-là, tu sais, que pour cet intervenant-là, non plus, c'est pas facile, que son intention est bonne, mais que des fois, les mots, comment ils sortent, sont pas toujours posés ou dosés. Donc, de part et d'autre, de se mettre dans la peau de l'autre, je pense que ça va arriver plus à un consensus, puis aussi de s'exprimer, là. C'est pas facile parce que c'est une relation de vulnérabilité, mais ça s'exprime, être un parent, puis dire, là, j'ai vraiment une peur d'être jugée, j'ai telle appréhension, je suis anxieux parce que je me suis déjà fait juger ailleurs. Puis, tu sais, normalement, quand on exprime des attentes claires, ben, on arrive à un meilleur résultat, là. C'est comme du fight for yourself, un peu, là. Wow. Ça, je sais pas comment le traduire. C'est vraiment un bon conseil, puis je pense que ça vaut la peine d'être entendu, puis tu sais, j'adore l'entendre, là, parce que effectivement, de prendre pied, je pense que je vais le traduire comme ça, tu sais, mettre un pied à terre, puis tu sais, lutter pour être entendu, puis pour avoir des services de qualité, en fait, là, parce que, comme tu dis, il n'y a pas personne qui a des mauvaises intentions, puis tu sais, si vous tombez sur un professionnel qui est grossophobe ou qui a des propos inadéquats, tu sais, ça peut arriver. Je pense pas que personne n'a vraiment des intentions vraiment méchantes ou négatives, mais des gens qui ne sont pas au fait des nouvelles données, qui ne sont pas au fait des nouvelles études, sont pas assez dans l'empathie, dans la connaissance de la souffrance que vous vivez. Mais il y en aura toujours, puis il y en aura dans toutes les professions, puis il y a toujours quand même plein de types de personnalités, mais il faut pas prendre ça pour la majorité, je pense. Non, en effet, puis le cerveau humain est pas fait pour axé, on dirait, sur tous les bons coups. On est fait pour retenir les mauvais coups, puis en parler beaucoup, puis ruminer par rapport à ça. Donc, nous aussi, en tant que société, il faut faire un effort pour, tu sais, comme être un peu conciliant, puis pardonner des fois quand il y a des mauvais coups. Être plus ouvert. Être plus ouvert, parce que j'ai l'impression que quand on fait des commentaires ou des cultures grossophobes, pas grossophobes, c'est comme si, encore une fois, on encourage un peu les catégories, tu sais. Même si on veut aller à l'encontre de ça, c'est une certaine fermeture. On dit, les gens qui sont grossophobes sont pas bons, on les met dans un coin. Puis c'est pas ça qu'on veut faire, parce que notre message, c'est d'être plus humain tout le monde ensemble, tu sais. Fait que, tu sais, si malheureusement on est un patient puis qu'on subit des commentaires grossophobes, on peut le nommer, mais on peut aussi honnêtement se dire que l'intervenant qui a fait ces commentaires-là, là, c'est clair qu'il souffre, là. Cet intervenant-là, il est mal à l'aise, il y a un manque de connaissances, il ne sait pas comment faire, puis c'est mal sorti, mais il n'est pas bien dans son corps à dire des commentaires qui vont désobliger quelqu'un. Là. Exactement, c'est ça. Très, très bon point. Puis Colline, les gens qui nous écoutent, j'espère, si vous avez eu une mauvaise expérience, puis vous avez de la difficulté à la relation avec votre
corps médical. Je vais l'appeler comme ça, votre équipe médicale, mais j'espère que si vous nous écoutez, Améliane va vous convaincre de prendre place, de prendre la voix, puis d'exprimer. Je sais que c'est toujours un défi, tu sais, Colestine, c'est difficile, c'est toujours un challenge, mais tu sais, d'exprimer comment vous vous sentez pour être entendu, puis pour être compris aussi, puis pour que la personne, le professionnel devant vous, que ce soit médecin, nutritionniste, travailleur social, infirmière, peu importe, qui comprennent, qui se mettent à votre place, mais ça, ils ne peuvent pas le deviner en vous voyant, finalement. Puis c'est un bon point que tu amènes parce que j'ai l'impression que beaucoup, dans les traits de personnalité que je vois chez les gens qui ont des problématiques entourant le poids, il y a beaucoup des difficultés à s'affirmer, à s'exprimer, à se faire valoir, à ce que les personnes se voient elles-mêmes. Donc, nécessairement, ça a un impact sur la relation avec quelconque personne. Fait que là, on parle de s'exprimer, tu sais, dans le bureau du médecin, mais c'est clair que c'est un défi puis quelque chose à essayer de faire partout dans le reste de sa vie. Je serais curieuse c'est peut-être plus un psychologue ou une psychoéducatrice qui pourrait nous dire pourquoi c'est des thématiques comme ça, tu sais, qui reviennent chez les gens, parfois avec des problèmes de poids, puis je veux pas généraliser, là. Non. Mais oui, puis honnêtement, oui, puis moi, je le comprends parce que les histoires, je les entends, puis ces gens-là se font dire constamment qu'ils n'entrent pas dans la norme, qu'ils ne sont pas suffisants, qu'ils ne sont pas, je vais aller loin, mais tu sais, sexuellement attirants, se font dire que c'est pas adéquat, ils ne fitent pas. Donc, de se faire dire, prends ta place, exprime-toi, alors qu'on leur a toujours dit, tu es inadéquate, tu ne rentres pas dans la norme. À la limite, tu nous coûtes cher parce que tu nous causes des problèmes de santé, puis, tu sais, des choses, j'en ai entendu, là. Fait que, tu sais, de se mettre dans les sujets de cette personne-là, c'est pas facile de prendre ta place quand tu te fais toujours écraser, finalement, dans notre société de culture des diètes, de normes sociales. Donc, c'est un gros travail qui doit être fait collectivement. Je ne veux pas ramener la responsabilité sur la personne, puis je pense que d'en parler, de nommer ces choses-là, c'est important. Puis les gens qui sont dans un discours plus fermé ou des idées plus préconçues par rapport au poids, bien, c'est intéressant d'entendre ce discours-là, puis de s'ouvrir, puis d'aller se mettre dans la place de ces personnes-là, puis d'essayer d'aller voir qu'est-ce qu'eux autres vivent par rapport à ça, puis à quel point ça peut être souffrant. Vraiment. Puis j'aurais le goût de dire à ces personnes-là qui vivent, tu sais, de la stigmatisation, je veux dire, c'est en faisant des podcasts comme qu'on fait là qu'on essaye de défaire cette déstigmatisation-là, mais pour être réaliste, on réussira jamais à la défaire, puis il va toujours rester des commentaires désobligeants. Par contre, je pense que chaque individu, le pouvoir qu'on a aussi, c'est d'essayer de pas mettre autant d'attention à ces commentaires-là qui arrivent. C'est pas facile, puis on aimerait tous vivre dans un monde où chaque humain est reconnu pour ce qu'il est, il est vu à la hauteur de ce qu'il devrait. Puis honnêtement, je serais plus qu'heureuse si on pouvait être dans ce monde-là, mais ce monde-là n'existera pas parce qu'il est fait d'humains avec tout ce que ça implique. Donc, nous, en tant qu'individus, il faut faire un travail pour essayer de pas mettre d'attention sur les commentaires négatifs, mais c'est extrêmement difficile là, parce que de se faire parler sur notre corps, comment ça peut être... c'est souffrant, là. Ben, puis comment c'est intrusif, tu sais? Comment oser faire ça, c'est... Ouais. Puis tu sais, tu dis ça, puis ça me fait penser, c'est une phrase que j'avais lue dans le livre Grosse et puis d'Edith Bernier. Salut Edith, je t'adore en passant. On enregistre bientôt un podcast, je suis encore toute excitée de tout ça. Mais dans son livre, ça disait justement... ben, tu sais, être une grosse personne, on peut pas le cacher, là. Je rentre dans une pièce, tout le monde le voit. Tu sais, c'est pas comme un autre problème, dire, je sais pas, moi j'ai un problème de santé mentale, ou j'ai un autre problème physique qui se passe à l'intérieur, mais personne le voit, donc personne ne peut juger directement sans le savoir, mais être dans un corps gros, c'est différent. Tout le monde se donne la possibilité de faire le droit, je vais dire ça comme ça, tout le monde se donne le droit d'avoir un commentaire, de juger, de porter une opinion. Elle allait même plus loin jusqu'à, on ne rentrera pas dans ce débat-là ce soir, mais de dire, notre culture des diètes est tellement ancrée que quand on voit un corps gros entrer, une personne en corps gros entrer dans une pièce, de se poser déjà la question, oh mon Dieu, mais est-ce que c'est parce qu'elle a des mauvaises habitudes de vie? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit dans un corps gros comme ça? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est heureuse? Bon, on se pose toutes sortes de questions.
Puis là, elle associait ça un peu justement au fait de pathologiser l'obésité, de rendre ça comme une maladie, que les gens se posent automatiquement la question qu'est-ce qui est problématique avec cette personne-là? Mais c'est de dire, elle est dans un corps gros, on ne peut pas le cacher. Donc, ça revient un petit peu à, je ne sais pas pourquoi tes propos me faisaient penser un peu à ça, là, de dire, c'est une autre réalité. Oui, c'est bien nommé. Je pense que ça me fait penser à qu'est-ce que j'essaye de faire dans mon bureau pour pallier tous ces commentaires-là qui peuvent sortir à l'extérieur, là, c'est j'essaye toujours de avoir une petite partie de l'entrevue sur c'est quoi les points forts puis les qualités de l'enfant. Parce que veut pas l'enfant entend tout ça, là, on en discute avec le parent, là, tout le monde pile sur des œufs, on veut bien faire, mais on n'est pas tout le temps bon. Fait que là, l'enfant est coloré, mais il y a des grandes oreilles. Donc là, tu sais, j'essaie toujours, bon, toi, qu'est-ce que t'aimes chez toi? C'est quoi tes forces? C'est quoi tes qualités? C'est quoi que t'aimes? Puis ton parent, qu'est-ce qu'il trouve? Donc, honnêtement, c'est super important de rebalancer aussi tous ces petits commentaires-là qu'on veut pas dire, mais qui se disent par axer sur les forces. Puis même si on pense que c'est un sujet à côté, parce qu'on n'a pas parlé de l'alimentation, on n'a pas parlé du sommeil, mais on est allé direct au cœur, on est allé dans l'estime de soi de l'enfant, on lui a permis de rayonner, on lui a permis de s'aimer. Puis je pense que c'est une grosse partie du traitement là, de ces problématiques de poids-là chez les enfants. Là, je me permets de reciter Équilibre. Ils ont justement fait un billet là-dessus récemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, qui disait justement au lieu de valoriser l'apparence physique, puis c'est pas juste en lien avec le poids, là, mais c'est de dire au lieu de l'habitude qu'on a de dire ben t'es belle, oh wow, ok, t'es donc bien cute, oh t'es belle fille, de dire ben on va aller valoriser les qualités de l'enfant. Hey wow, remarque comment tes jambes te permettent de courir vite. Hey wow, t'es tellement artistique, c'est beau ce que tu crées, c'est intéressant. T'as vraiment, tu sais, d'aller valoriser les qualités autres que l'apparence, parce que dans notre société, dans notre culture, dans nos normes, on a tendance à beaucoup valoriser l'apparence, mais on va moins dans les qualités. Puis c'est là où ça devient problématique plus tard à l'âge adulte de dire que l'estime de soi est basée juste sur l'apparence. Fait que ça part en jeune âge. Fait que moi, ce que tu me dis là, ça me parle énormément. C'est comme d'aller vers la beauté intérieure. Tout à fait. Puis je dirais, le défi aussi, c'est, je pense quand même, de pouvoir parler de la beauté extérieure, même si elle ne correspond pas à nos normes de société, parce que c'est comme ça qu'on va défaire les stigmatisations. Fait qu'une petite fille qui a un gilet, tu sais, un petit peu serré, puis qui a un poids qui rentre pas dans la norme. Qui rentre pas dans... Tu vois, tu sais, je marche sur des œufs, on sait plus comment... On sait plus comment le nommer, hein? On en parle pas. Mais, tu sais, fait de dire, toi, qu'est-ce que tu trouves beau chez toi quand même, ou... c'est bon. Tu sais, vraiment, c'est important parce que même si elle ne correspond pas à la norme, elle a plein de belles choses. Fait que de faire ces deux exercices-là, là, de beauté intérieure et extérieure. J'adore. Ouais. Vous voyez pourquoi Emiliane est invitée sur mon podcast. Je suis en amour. T'es gentille. C'est très partagé. Emiliane, il y a une image que tu m'as... Dans le fond, qu'on a discuté tantôt, on parlait d'un sujet, tu m'as nommé pointe d'iceberg pour les problèmes plus psychosociaux entourant le poids. Ça m'a tellement parlé, j'aimerais ça qu'on décortique ça un petit peu plus ensemble. Bien, je disais que quand on voit un enfant avec une problématique reliée à l'obésité, j'ai l'impression que dans notre bureau, on adresse beaucoup les habitudes de vie ou les complications, mais ça, c'est la pointe de l'iceberg qu'on voit au-dessus de l'océan. Puis toute la grosse partie de l'iceberg, c'est toutes les causes psychologiques probablement reliées à l'obésité qui, malheureusement, j'ai l'impression, avec notre système, sont peu ou pas adressées. Donc là, j'ai l'impression que l'enfant, il vogue avec une série de plasters sur le bobo, qu'on essaye, OK, alimentation, OK, sommeil, go, 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 plaster, puis il arrive à 25, 30, 40, 50 ans, encore avec ce gros iceberg-là, puis là, tout d'un coup, il y a peut-être une illumination ou quelque chose, bien là, on entreprend un travail en psychologie. On a des ressources limitées dans notre système, c'est malheureux, mais mon Dieu que j'ai l'impression que ça ferait tellement une grosse différence si on pouvait avoir accès à des psychologues pour les enfants qui ont des problématiques. C'est comme si on irait direct au cœur. Mais puis il faut être réaliste, là. Tu sais, souvent, un travail en psychologie, c'est de longue haleine, c'est plusieurs séances, des mois, voire des années, mais c'est la base, moi, je pense, de cette problématique-là.
Puis, dans notre système, on est moins outillé pour y faire face. Mais totalement d'accord. Puis tu parles de l'enfance, mais mon Dieu, que l'âge adulte, c'est la même chose. Puis c'est le même challenge, malheureusement, parce qu'avoir accès à des soins psychologiques, c'est, mon Dieu, on oublie ça, comme on dit. Donc oui, ça me parle énormément, puis je suis totalement d'accord avec toi. Puis ton image est excellente, puis je pense que ça va parler à beaucoup de gens, finalement. Tant mieux. On le souhaite grandement. Améliane, merci. Merci énormément de ton temps, de ta générosité, mais quelle belle personne! Et voyons donc! Non, mais vraiment, tu sais, on dirait que je sors des cours sous un autre angle, puis je trouve ça fascinant. C'est un des avantages du podcast. Oui, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir pour moi aussi de pouvoir parler avec toi. Puis les deux, je pense qu'on est assez passionnés par l'humain en général, puis le bien-être collectif, là. Tout à fait. Donc, ça fait un grand plaisir. Merci énormément. Donc, merci tout le monde. On se retrouve prochainement pour un prochain épisode. Merci de ton écoute. Je t'invite à rester à l'affût pour des prochains épisodes du podcast Le Maudit Poids. Si jamais tu veux aller plus loin, je te propose de surveiller ma page Facebook Sarah Normandin Nutritionniste, sur laquelle je partage mensuellement les articles que j'écris pour le blog Néophyte. Merci et à bientôt!